L'État occupe 94 millions de mètres carrés. Il occupe. Sur ce 94 millions de mètres carrés, il y en a en gros 3/4 dont il est propriétaire. Alors, dans ces 94 millions de mètres carrés, la première caractéristique, c'est que c'est son gigantisme. C'est énorme. Le deuxième plus gros occupant, ça doit être la SNCF en France, qui fait, selon les fichiers, environ 12 millions de mètres carrés. La plus grosse foncière privée d'Europe, je crois, c'est 5 millions de mètres carrés. Vous voyez, une taille énorme. C'est un patrimoine extrêmement divers. Il y a à peu près 22 millions de mètres carrés de bureaux. Mais après ça, vous avez tous les locaux d'activité, des locaux universitaires. Vous avez tous les locaux utilisés par les armées. Et donc, ça va de la base de sous-marins nucléaires Barracuda aux maisons forestières de l'ONF. Donc, vraiment une très grande diversité. Beaucoup de logements aussi, casernement ou logements de fonction ou logements de service. Et dedans, donc l'État est propriétaire des 3/4. Pour le reste, soit il est locataire dans le parc privé, comme tout le monde, soit il est locataire avec des montages spécifiques, la construction de gendarmerie, mais c'est un propriétaire privé qui est derrière, soit il est dans des bâtiments qui appartiennent à d'autres collectivités publiques, notamment aux collectivités locales. Et le meilleur exemple, c'est depuis les lois de décentralisation, les préfectures sont pour la plupart propriétés des conseils départementaux, même si l'État en assume les charges de l'occupant, ça c'est normal, mais aussi du propriétaire. Alors d'abord, il est vrai que les organisations publiques disposent d'un patrimoine immobilier qui est le principal support de leur offre de services publics, des politiques publiques qu'elles déploient, et cette appréhension finalement du patrimoine public en tant que ressource me semble importante parce qu'il n'est pas toujours entendu comme tel, perçu comme tel par les acteurs publics, alors que cette appréhension induit des champs d'application liés au pilotage de la ressource patrimoniale qui me semble essentiel parce que le patrimoine, de ce point de vue, se présente comme un levier interne aux organisations, un levier majeur d'amélioration de la transformation de l'action publique. Alors, plus précisément, le patrimoine immobilier, ça vient d'être dit, c'est l'ensemble des moyens physiques, des constructions, des ouvrages, du foncier bâti, non bâti, des immeubles locatifs qui sont nécessaires à la réalisation des activités du secteur public. Premièrement, sur le plan local, ce patrimoine immobilier, il est très, très divers. Cette diversité, elle est liée à l'histoire administrative, à l'histoire économique, au développement ou au déclin industriel de certains territoires, et puis aussi à l'histoire politique et sociale. Et si au niveau national, les ordres de grandeur sont à peu près bien identifiés, c'est beaucoup plus complexe au niveau local. Parce que les chiffres sont plus diffus, sont plus hétérogènes, sont plus difficiles à appréhender, et puis on constate une importante méconnaissance de leur patrimoine par les collectivités locales. Néanmoins, la valeur patrimoniale de l'actif du bloc local serait estimée à environ 1 900 milliards d'euros, et puis d'autre part, le patrimoine public local représente environ 20% du patrimoine immobilier en France. Deuxièmement, ce patrimoine public, outre sa diversité, il est très contraint. C'est le cas au niveau de l'État, c'est peut-être plus le cas au niveau des collectivités locales. Ces contraintes, elles sont de nature juridique, elles sont liées au régime de la domaniabilité publique, elles sont liées à des modes de détention particuliers ou encore à la protection des monuments historiques. Les contraintes, elles sont aussi dues à l'implantation géographique, puisque le patrimoine est conditionné par cette implantation. Et enfin, la dernière contrainte, peut-être, c'est le patrimoine est contraint par une nécessaire prudence dans sa gestion, parce qu'il est parfois perçu comme un bien commun, comme un héritage, alors même qu'il peut s'avérer lourd à porter pour les générations futures dans notre capacité à surmonter les défis qui nous font face. Le patrimoine immobilier public local est bien souvent ancien et également, ce qui induit des besoins très importants en termes d'investissement, des conditions techniques de maintenance extrêmement spécifiques, et puis ça induit des complexités d'usage aussi très importantes liées à cette ancienneté. Enfin, le patrimoine local, il est aussi extrêmement emblématique. Les immeubles publics sur le plan local ont une fonction de représentation majeure avec les hôtels de ville par exemple ou les palais de justice, sans parler du riche patrimoine culturel dont les collectivités locales, y compris très rurales, ont la responsabilité en France. Et puis enfin, le patrimoine public, c'est un signe extérieur de la puissance publique et du coup de la place de l'État dans notre société. En toute immodestie, je suis l'héritier des surintendants des bâtiments de France. Et on a une question de gestion du domaine du roi depuis très longtemps.
Et on a l'habitude de ressortir une citation de Montesquieu qui disait, donc il y a déjà un certain temps, les domaines du roi sont toujours mal gérés et il faudrait faire passer par une loi qu'ils sont aliénés de manière définitive et ce, pour le bien de l'État. Donc il y avait déjà une plainte sur la mauvaise gestion du domaine du roi au temps de Montesquieu. Donc c'était un très vieux sujet, en fait, qui remonte à la distinction du domaine privé du souverain et puis du domaine de l'État, et des problématiques très anciennes avec des choses qui sont communes pour l'État et ce qui a été dit pour les collectivités, c'est-à-dire la fonction de représentation, la fonction d'incarnation de la puissance publique, ça c'est très important. Je n'optimiserai pas le parc immobilier de l'État comme dans le privé parce que la préfecture joue un rôle de représentation de l'État, une ambassade, on ne va pas chercher à anonymiser une ambassade ou une préfecture. Donc il y a un fait de représentation, et puis il y a depuis très longtemps un aspect d'incarnation même des politiques publiques. Si vous regardez, énormément de lieux de l'État sont devenus des noms communs dans le langage politique. On parle de l'Élysée, on parle de Matignon, ce sont des adresses à Paris, on parle de Bercy, on parle du Grenelle de l'environnement, à nouveau c'est une adresse, etc., etc. Donc on a vraiment une incarnation dans des lieux. Donc c'est une problématique très ancienne en fait, mais qui vient se moderniser parce qu'elle est impactée comme tous les autres par des problématiques très récente d'accélération des conséquences du changement climatique, de nécessité d'utiliser les outils modernes pour améliorer la gestion, de mutation des organisations du travail. Donc, problématique ancienne, mais avec des thématiques nouvelles. Alors, je dirais, pour rebondir un peu sur la question, qui est effectivement la gestion du patrimoine immobilier en France, en fait, elle commence davantage à émerger avec la Révolution française, et notamment par rapport aux besoins de protection du patrimoine immobilier historique. Néanmoins, l'analyse de la gestion patrimoniale, ça reste un thème qui me semble est encore relativement récent. En fait, la problématique a été envisagée d'abord sous un angle très opérationnel, ça vient un peu d'être dit aussi, puis elle s'est peu à peu développée, notamment au sein des entreprises aux États-Unis, au milieu des années 70-80. Les études, alors, faisaient état de parcs immobiliers d'entreprises à la fois très mal connus et très mal gérés. À la même époque, on a des études, des recherches académiques qui ont commencé à être menées. Elles ont porté sur le management de l'immobilier de l'entreprise et on a commencé à prendre conscience de l'importance de l'immobilier dans la chaîne de valeur des entreprises et puis du potentiel des actifs pour le développement d'avantages concurrentiels. Dès lors, la gestion du patrimoine immobilier, elle a été analysée sous différentes formes avec des terminologies un peu spécifiques, notamment du fait de son manque d'équivalence anglophone. Plusieurs termes ont alors été utilisés, les termes de facility, real estate, property, real asset. Tous ces termes renvoient à la gestion patrimoniale sans vraiment la couvrir totalement et surtout amènent à une définition un petit peu différente de cette gestion patrimoniale. Néanmoins, la littérature, elle nous amène un petit peu des clés de lecture pour mieux appréhender le management de l'immobilier à travers 3 domaines qui, bien que liés les uns aux autres, possèdent une certaine autonomie d'action, c'est l'asset, le property et le facility management. Et donc, en conséquence, la gestion du patrimoine immobilier, elle s'est peu à peu développée comme un domaine extrêmement pluridisciplinaire et multidimensionnel. Et il découle de ça une complexité qui explique les difficultés qu'ont eues les organisations, à la fois publiques et privées, à se saisir de ces enjeux liés à leur immobilier. Alors, dans le secteur public, l'État particulièrement a commencé à se préoccuper de sa gestion du patrimoine immobilier depuis le milieu des années 2000, avec une nette accélération, avec un développement croissant des initiatives, dans un premier temps visant à mieux connaître l'étendue et l'état de ce parc. Au niveau local, l'évolution elle est à peu près identique. Les collectivités locales faisaient état d'un manque cruel de connaissance de leur patrimoine et elles se sont donc saisies de manière plus ou moins hétérogène de leur gestion du patrimoine immobilier alors qu'elle était perçue jusqu'à présent plutôt comme une contrainte. Cet intérêt croissant, à mon avis, s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, c'est la volonté de rationaliser les coûts dans un contexte de diversification des modes de gestion liés à des innovations financières et immobilières, et puis dans un contexte aussi où la contrainte économique se fait toujours plus forte.
Deuxième facteur, c'est le vieillissement du patrimoine immobilier qui engendre des besoins et des coûts importants en matière de maintenance et de réhabilitation par rapport à des constructions récentes. C'est également une forte demande sociale pour la conservation des bâtiments anciens qui s'explique par des facteurs sociologiques, culturels ou encore historiques. C'est aussi une élévation des standards de qualité, à la fois attendus par les usagers et poussés par les réglementations, et puis enfin le développement des technologies de l'information et de la communication qui a accompagné cet intérêt pour la gestion patrimoniale. Et donc dans le cadre de cette préoccupation, la gestion patrimoniale découle notamment des nouvelles cultures et logiques de gestion au sein du secteur public, avec la culture du résultat et la LOLF, et ça a également été mis en avant par de nombreux rapports, de nombreuses recommandations qui émanent du Sénat, qui émanent de la Cour des comptes, qui émanent de l'ADEME, du CEREMA ou encore de l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Ces rapports concernent l'ensemble des organisations publiques, l'État, les collectivités locales, les hôpitaux ou encore les universités. Par la suite, le contexte d'austérité, à la suite notamment de la crise de 2008, a poussé le secteur public, l'État, mais aussi les collectivités locales, vers des efforts de redressement de leurs finances publiques. Et donc, de ce point de vue, l'optimisation du patrimoine a commencé à attirer beaucoup d'attention pour les marges de manœuvre financières qui étaient associées. Et donc ce contexte d'austérité et les perspectives d'économie assez alléchantes derrière le patrimoine immobilier paraissent comme le moteur de la prise de conscience des acteurs publics et expliquent en grande partie les objectifs qui sont encore d'ailleurs poursuivis aujourd'hui. Au-delà de la volonté de rationaliser les coûts, le patrimoine immobilier doit aussi s'adapter à la réglementation, s'adapter à la hausse des exigences des usagers. Et ça aussi, ça semble concentrer une partie importante des objectifs des acteurs publics aujourd'hui. Enfin, l'immobilier, c'est aussi le support de l'offre de services publics qui connaît des mutations majeures. Ce sont des évolutions dans les modes de vie, ce sont des évolutions dans les pratiques aussi, les pratiques culturelles, sportives, éducatives par exemple, des mutations dans les modes de travail. Conjugué à la place du numérique dans nos sociétés, tout cela contribue à bouleverser la réponse bâtimentaire qui peut être apportée au regard de ces besoins. Alors, sur ça, c'est un des éléments, comme ça vient d'être dit, où il y a eu une évolution pour l'État à partir de 2005 et puis surtout de 2016. La direction de l'immobilier de l'État que je dirige est en fait l'héritière de l'administration des domaines, et puis de France Domaine, qui est devenue en 2016 la direction de l'immobilier de l'État. Mais c'est seulement un des acteurs dans la chaîne de l'immobilier. Il a été décrit les différents métiers de l'immobilier. La réforme de 2016 avec la création de la DIE consistait à vraiment faire émerger de manière très claire la distinction entre l'État propriétaire et l'État occupant. Avec la direction de l'immobilier de l'État représentant au nom du ministre chargé des domaines l'État propriétaire. Donc, sur les différents métiers, le premier métier qui est celui de la gestion d'actifs, c'est celui qui relève de la direction de l'immobilier de l'État, du ministre des Domaines, c'est-à-dire les grandes décisions de faire rentrer dans le patrimoine de l'État un bien ou de le faire sortir, d'acheter, de construire, de prendre à bail. Donc, et d'avoir une stratégie de gestion d'actifs. Ça, c'est vraiment le métier de la direction de l'immobilier de l'État. Et puis sur les autres métiers de l'immobilier que sont la conduite de projets immobiliers, construire, rénover, entretenir, la gestion bâtimentaire, la gestion du bâtiment lui-même au quotidien, la gestion locative, la répartition des charges, tous ces métiers-là, la direction de l'immobilier de l'État est animateur d'une communauté, mais la responsabilité est dans les ministères et chez les opérateurs occupants du domaine de l'État. Et donc il y a de ce fait une multitude d'acteurs. On a compté, il y a environ 45 programmes budgétaires où se fait de la dépense immobilière. Et il y a une absence de continuité de la gestion. Si vous prenez la vie d'un bâtiment, la direction de l'immobilier de l'État va être vraiment à la manœuvre au début et à la fin. C'est-à-dire quand on décide de le construire ou d'acheter, et puis à la fin quand on décide qu'il n'est plus utile aux missions de service public. Entre les deux, ce sont les ministères qui sont à charge, et est-ce que le bien est bien occupé de manière optimale? Est-ce qu'il est bien entretenu? Est-ce qu'il sert les bonnes missions de service public? C'est un peu une boîte noire. Donc il y a un peu cette rupture dans la gestion. Donc de très nombreux acteurs qui interviennent au sein de l'État. Et puis après ça, tout se passe avec tout un écosystème.
Je vous ai parlé des gendarmeries, qui sont pour beaucoup, qui peuvent être financées par des collectivités locales. On peut avoir des bailleurs privés, on peut avoir la Caisse des dépôts qui intervient, sa filiale CDC Habitat. Et puis, quand l'État décide de valoriser son patrimoine, il ne peut pas le faire comme un acteur lambda. Quand vous avez une ancienne prison qui représente un tellement assez important en centre-ville, vous ne pouvez pas dire je rase la prison, je vends au plus offrant sans me préoccuper de la vision d'aménagement qu'a le maire de sa commune. Et donc, il y a un dialogue avec les acteurs privés, quel projet on peut faire émerger, et avec les acteurs publics locaux. Donc, l'État ne peut pas gérer, comme dans une bulle, son patrimoine immobilier. Alors, de ce point de vue, et dans le cadre des objectifs que j'évoquais précédemment, liés à l'optimisation, liés à l'adaptation à la réglementation qui a été foisonnante ces 30-40 dernières années, au niveau des collectivités, on est dans des modes d'organisation avec des acteurs beaucoup plus hétérogènes et diffus. Les acteurs mobilisés dans les collectivités sont essentiellement les services et les agents des services supports, plutôt internes aux organisations et qui possèdent l'expertise technique en la matière. Par exemple, ce sont les directions financières ou les directions juridiques qui sont à la manœuvre concernant les plans de cession ou les plans de valorisation du patrimoine immobilier. De plus, la gestion du patrimoine repose aussi beaucoup sur les agents d'expertise technique, bien évidemment. Au sein de ces organisations, ces agents se saisissent des questions de performance technique des installations, de chauffage, de climatisation, de ventilation, et aussi des problématiques d'adaptation d'un parc qui est bien souvent ancien aux diverses réglementations, incendie, accessibilité par exemple. Au-delà de ces acteurs plutôt experts, la gestion patrimoniale ne se trouve pas concentrée entre les mains de ces acteurs, et donc les acteurs qui sont porteurs de services publics, l'éducation, la petite enfance, les sports, la culture, se trouvent également au centre des enjeux patrimoniaux. Ils sont même en première ligne avec les usages. Et donc de ce point de vue, les usagers au sein des collectivités tendent de plus en plus à être impliqués dans la gouvernance du patrimoine public. Et donc pour finir, l'organisation de la fonction immobilière est alors différente entre l'État et les collectivités. Au niveau étatique, ça vient d'être évoqué, elle a été quand même pensée autour d'un acteur central qui est la direction de l'immobilier de l'État, avec pour rôle le déploiement de la stratégie immobilière de l'État et la représentation de l'État propriétaire. Alors que dans les collectivités, les modes d'organisation sont très hétérogènes, reposent sur des acteurs très différents. On peut trouver d'un côté une métropole avec une mission stratégie immobilière, avec des moyens dédiés, et de l'autre côté, un conseil départemental ou une commune dans lequel la gestion immobilière reste cantonnée finalement à des acteurs et à des logiques très opérationnelles et très techniques. L'enjeu de transition environnementale pour l'immobilier de l'État est sans doute la première priorité stratégique. Elle s'inscrit dans les stratégies gouvernementales, la stratégie nationale bas carbone et la stratégie État exemplaire sur ces sujets-là. Pour vous donner un ordre de grandeur, le domaine qu'occupe l'État, les 94 millions de mètres carrés dont je parlais, correspondent environ à 16 TWh de consommation énergétique par an. Et si on regarde en gaz à effet de serre, ça correspond à 2,6 millions de tonnes équivalent CO2. Et pour faire simple, quand on regarde nos stratégies bas carbone, si on dit, pour ceux qui ont fait les ateliers 2 tonnes, si on dit la limite soutenable pour la planète, ça serait que chaque individu sur Terre n'émette pas plus, via sa consommation et son mode de vie, plus de 2 tonnes par an d'équivalent CO2, et qu'aujourd'hui les Français sont entre 9 et 10, je crois. Quand on fait le bilan aujourd'hui de l'émission des Français, il y a une part, les services publics, qui doit être aux alentours de 1,8 tonnes. Et dedans, les deux gros postes, ça peut être les déplacements, les trajets, et puis les bâtiments, premier. Et donc, on ne sait pas faire une trajectoire vers les 2 tonnes, une décarbonation, sans décarbonation des services publics. Et il n'y a pas de décarbonation des services publics sans décarbonation de l'immobilier public, et donc de l'immobilier de l'État. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une priorité stratégique. Et cette priorité stratégique se couple de dispositifs législatifs réglementaires, et l'État y est assujetti comme tous. Le premier, le plus ancien et qui se focalise sur le parc de bureaux, c'est le décret tertiaire. Donc le décret tertiaire qui impose pour tous les bâtiments
de plus de 1000 mètres carrés, de réduire la consommation énergétique de moins 40, moins 50, moins 60% aux horizons 2030, 2040, 2050 par rapport à une base des années 2010, grosso modo 2010-2020. Donc ça, l'État est le premier assujetti à ce titre-là. Donc il a un énorme effort à faire sur son parc immobilier de bureaux significatif. Mais par ailleurs, vient d'être publiée il y a quelques semaines la nouvelle version de la directive européenne efficacité énergétique qui impose à toutes les personnes publiques, donc là ça concerne aussi bien les collectivités locales, chaque année de rénover 3% de leur surface pour faire atteindre à ces bâtiments-là le niveau zéro émission. Donc c'est un niveau d'exigence beaucoup plus fort que le décret tertiaire qui par ailleurs s'applique à beaucoup plus de bâtiments parce qu'il n'est pas limité aux bâtiments tertiaires. Donc là on a une exigence beaucoup plus forte. Les textes d'application sont en cours de discussion et ça prendra effet à plein en 2027. Mais on a un corpus législatif très fort et par ailleurs, il y a plein d'autres textes, décret BACS sur les systèmes de pilotage des bâtiments. Il y a tous les textes qui s'appliquent en matière de contraintes. La RE 2020 sur la construction qui s'applique aussi aux constructions de l'État. Donc voilà, l'État est soumis à toutes les réglementations en matière et c'est ça qui l'aide. Mais par ailleurs, c'est un objectif stratégique dans la stratégie bas carbone. Alors, juste, j'aimerais revenir avant, parce que vous venez de le dire, le patrimoine immobilier se présente quand même comme un levier essentiel de la transition écologique. D'ailleurs, les acteurs publics se saisissent de ce levier pour atteindre leurs objectifs, principalement en matière de réduction des consommations énergétiques. Et d'ailleurs, de ce point de vue, quand même, la Cour des comptes souligne que les résultats ne sont pas encore tout à fait à la hauteur, en tout cas notamment au niveau de l'État. Le rôle de l'immobilier public est prépondérant. Il se trouve au cœur des enjeux d'atténuation et d'adaptation. D'abord, et c'est un chiffre qui n'a pas encore été évoqué, mais l'empreinte carbone du bâtiment est aux alentours de 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Construction, exploitation, entretien et démolition, si on prend en compte toute cette phase du cycle de vie. Le patrimoine joue aussi un rôle majeur dans la préservation des ressources et des écosystèmes. C'est important à souligner en lien avec l'artificialisation des sols, en lien avec la gestion des déchets des bâtiments, par exemple. Et puis, il est aussi l'objet de vulnérabilités importantes aux risques induits par le changement climatique. Et puis, dans un contexte de remise en question des usages aussi, le patrimoine apparaît comme central, parce qu'aujourd'hui, on re-questionne les usages liés aux services publics, tout en assurant le bien-être de tous. Et du coup, de ce point de vue, les acteurs publics doivent se poser la question, doivent rentrer dans un questionnement à la fois global et prospectif sur l'ensemble de leur parc immobilier, tout en questionnant, tout en remettant en discussion les usages qui y sont liés. De manière globale, la gestion du patrimoine immobilier, elle doit s'inscrire dans les engagements pris par la France sur le changement climatique. Ces derniers font l'objet de plusieurs plans. La stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie ou encore le plan national d'adaptation au changement climatique. Au niveau local, des déclinaisons de ces stratégies et plans nationaux sont mises en œuvre. Par exemple, dans les collectivités locales, on trouve les plans climat-air-énergie territoriaux, dont une partie des objectifs et des actions s'appliquent au patrimoine immobilier. Et puis en termes de réglementation, ce sont les mêmes qui s'appliquent aux collectivités locales, vous venez de le dire, il y en a peut-être juste une qu'on n'a pas évoquée. Il s'agit elle est liée à la loi climat et résilience de 2012, dont une des mesures phares est très discutée, porte sur l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050. Et donc, la sobriété foncière devient ainsi l'un des principes directeurs du développement des territoires, ce qui questionne quand même dans un même temps les projets et les infrastructures publiques. Alors, c'est une question qui est très importante, qui me semble hyper importante et qui est pourtant peu envisagée. Et donc, les organisations publiques, et notamment au niveau local, tentent de remédier à leurs faiblesses, à leurs difficultés en la matière, avec un périmètre qui est assez variable. Dès lors, la question de la manière de concevoir la transition écologique appliquée à l'immobilier public n'en est pas vraiment une. Les préoccupations de la politique immobilière, en tout cas au niveau local, sont essentiellement tournées vers la réponse aux obligations et aux normes applicables en la matière. C'est pourquoi de nombreuses initiatives, à la faveur du décret tertiaire, à la faveur aussi du plan de sobriété énergétique de 2022, tentent de mettre en application une transition sur le volet énergétique. À cet égard, le secteur public fait face à un mur d'investissement qui est d'ailleurs colossal.
qui est la conséquence des évolutions réglementaires, mais qui est aussi la conséquence de la faiblesse des politiques de réhabilitation de maintenance durant ces 30 dernières années. La Cour estime, par exemple, la Cour des comptes estime qu'au niveau de l'État, les investissements en la matière devraient augmenter entre 20 et 25% par rapport au niveau actuel. En l'état, et donc notamment d'après les terrains que l'on peut étudier, les débats portent davantage sur le rythme et sur l'intensité des efforts à consentir en matière de transition énergétique appliquée au patrimoine public. Et en revanche, les autres dimensions de la transition écologique restent très secondaires, voire absentes des perspectives liées au patrimoine. L'objectif premier reste celui de la rationalisation de l'immobilier public. D'ailleurs, celui-ci peut, dans une certaine mesure, aller de pair avec la prise en compte des défis écologiques qu'on a à surmonter. Mais nous constatons que la focale reste principalement centrée sur une logique austéritaire de baisse des coûts liés au patrimoine immobilier. Sur ce débat au sein de l'État, moi je distinguerais deux choses. Il y a un débat sur la hiérarchie des objectifs politiques, puis un débat sur les outils et les moyens. Sur la hiérarchie, moi j'essaie de toujours ramener notre sujet à sa bonne place. J'aime pas le mot politique immobilière de l'État, parce que je considère qu'on n'est pas dans une politique au sens noble du terme, comme l'État peut avoir une politique étrangère, une politique pénale, une politique de défense. On est vraiment dans une fonction support. Donc l'État a une stratégie immobilière, et je pourrais la détailler, mais j'aime pas le terme politique. Et la direction de l'immobilier de l'État a fait un premier geste de travailler sur sa raison d'être. Et dans la rédaction qu'on a développée, on insiste beaucoup sur le fait que notre mission, notre raison d'être, c'est d'apporter au service de l'État un outil de travail qui leur permette de remplir, un outil immobilier, qui leur permette de remplir leur mission de service public et à nous d'apporter cet outil de la manière la plus efficiente, tous les sujets de coût. Mais on est vraiment une fonction support avec toute la noblesse que ça a. Donc il y a bien une hiérarchie. Et ça se retrouve sur le débat transition environnementale. On sait par exemple qu'il peut y avoir des conflits entre politiques publiques. Si vous voulez avoir un impact environnemental moindre, il faut moins de bâtiments. Mais si vous avez une politique du ministère de la Justice de dire qu'il faut plus de places de prison, je pense que l'objectif politique premier de dire plus de places de prison l'emporte. On ne va pas ne pas appliquer une politique pénale en France pour des raisons environnementales. Ce qui vient dans un deuxième temps, c'est comment tous les acteurs se font en sorte que les constructions de nouvelles places de prison ou la gestion des places de prison actuelles se fait avec une empreinte environnementale minimale et en respectant les réglementations qu'on vient de citer et en s'adaptant au changement climatique. Mais il y a bien cette hiérarchie dans les politiques publiques. L'immobilier de l'État a une stratégie, mais ce n'est pas une politique publique en tant que telle. Ça, c'est le premier point. Après ça, il y a d'autres termes de débat qui sont notamment ceux des outils par rapport aux objectifs que l'on a. Et là, pour moi, il y a une vraie question à se poser, notamment sur le décret tertiaire. On a aujourd'hui des outils qui ont été conçus il y a un certain nombre d'années, qui sont définis en termes de kilowattheure, de consommation énergétique. Or, aujourd'hui, tout l'objectif est plutôt d'aller vers une décarbonation, donc des objectifs en gaz à effet de serre. Or, il faut quand même prendre en compte que sur la majeure partie du territoire national, notre énergie, l'énergie produite, est décarbonée, elle est nucléaire. Ce n'est pas vrai partout, c'est moins vrai outre-mer, c'est moins vrai en Corse, mais globalement, c'est décarboné. Et donc, si vous devez respecter le décret tertiaire, vous allez faire vos investissements pour baisser les consommations massivement. Si vous devez, au contraire, baisser vos émissions de gaz à effet de serre, vous allez plutôt aller chercher d'autres types d'investissements. C'est-à-dire vous allez privilégier un changement de vecteur de chauffage, passer d'une chaudière gaz, chaudière fuel vers une pompe à chaleur ou un réseau de géothermie, sans isoler, alors que dans l'autre, vous allez isoler, quitte à avoir une chaudière gaz très efficiente. Oui, donc pas les mêmes décisions d'investissement. Donc là, il y a un vrai débat qui est à la fois technique mais aussi politique. Notre objectif est-il baisse de consommation énergétique ou de décarbonation ?
comme j'ai dit, hein, la transition environnementale est vraiment la priorité stratégique forte pour l'immobilier de l'État. L'État s'était doté dès 2018 d'une feuille de route environnementale qui était un petit peu... on a mis les bases de la stratégie, on s'est doté des outils, et maintenant on est dans une phase d'accélération. Il y a un système législatif qui a beaucoup évolué. Dans ce doté des bases, aujourd'hui la feuille de route de 2018, on considère qu'elle a été mise en œuvre aux 3/4 à peu près des différentes actions qui étaient dedans. Et donc en 2024, on proposera au gouvernement une nouvelle feuille de route transition environnementale. Et donc dans ces 3/4, qu'est-ce qu'on a fait? On a notamment travaillé sur la connaissance. On parlait de la connaissance du parc. L'État, depuis longtemps, travaille et progresse sur la connaissance comptable, financière de son parc. Mais là, on est allé plus loin. On a par exemple développé avec une start-up française qui s'appelle DeepKey un outil de suivi des fluides pour être capable de mesurer très précisément les consommations énergétiques, mais aussi les consommations d'eau, les consommations de fluides, en général de nos bâtiments, pour pouvoir les piloter. Donc on a mis en place aussi, ça c'était des efforts récents, tout un système de management de l'énergie avec des référents énergie pour avoir les actions au plus près du terrain. Donc toute une feuille d'action. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle feuille de route stratégique. Dedans, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est de travailler sur les usages du bâtiment. Ensuite, on travaille sur leur exploitation en maintenance et enfin sur l'investissement. Parce que quand on veut décarboner, on pense tout de suite, parce qu'on a parlé du mur d'investissement, à la rénovation des bâtiments, rénovation de l'enveloppe. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui permettent de baisser la consommation et de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et le premier, c'est l'usage, c'est-à-dire comment on occupe, on vit dans les bâtiments. La mesure qu'on a beaucoup poussée, nous, et qui est la plus efficace, la plus immédiatement efficace, c'est ce qu'on a remis au goût du jour sur le chauffage à 19 degrés l'hiver et la climatisation au maximum à 26 degrés l'été. C'est très très efficace en termes de baisse de consommation. C'est un geste simple qui a des conséquences fortes, parce que quand vous êtes derrière un bureau à taper toute la journée à 19 degrés, vous avez froid si vous n'avez pas un pull. Donc voilà. Donc là, il y a des choses, hein, d'aller bouger de temps en temps, ça réchauffe. Et il faut que, comme montrent les patrons, acceptent qu'on est devant vous des gens qui n'ont pas forcément un costume, mais qui ont un pull. Mais voilà, ça c'est très efficace. Autre chose de très efficace, mais qui a nécessité par exemple de faire bouger un petit peu, de manière pour l'instant encore expérimentale, le Code du travail, c'est couper l'eau chaude dans les sanitaires. C'est-à-dire, dans un bâtiment, là où on se lave les mains, eh ben on va se laver les mains à l'eau froide. Ça, c'est très simple, il suffit de disjoncter le chauffe-eau. Et ça fait des économies significatives. Et puis, on garde des points chauds pour là où on fait la vaisselle ou une douche si les besoins du métier le font. Donc, l'usage du bâtiment. Et pour ça, on a eu une accélération récente qui est comment vous mettez à bord les gens qui sont dedans. Et là, il y a un outil qui marche très bien depuis quelques années, dont on a fait la déclinaison au sein de l'État, qui s'appelle le concours Cube. C'est une sorte de championnat de France des économies d'énergie. Ça consiste à dire à tel bâtiment, vous êtes en compète avec les autres, et celui qui en un an fait le plus d'économies d'énergie a gagné. Alors ça marche très très bien dans les écoles et les collèges, parce que ça, les gamins ont plein d'idées pour réduire la consommation, mais ça marche aussi dans les entreprises, et ça marche dans l'État. Voilà. Les gens vont savoir, tel écran lumineux ne sert à rien, donc on l'éteint. On arrête de chauffer le local d'archives où on va une fois par semaine aux mêmes températures que là où on travaille, etc. etc. Donc ça, c'est la partie usage. Le deuxième élément sur lequel on travaille dans notre stratégie, c'est la partie entretien des bâtiments. Parce que là, on a aussi un volume d'économies possibles très important sans avoir des coûts d'investissement colossaux. On a développé l'année dernière, via la filiale de l'État, de la DIE, qui s'appelle l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État, on a financé de quoi faire une force d'intervention rapide, entre guillemets, qui vient aider un gestionnaire de site en le conseillant sur les gestes à avoir en termes d'exploitation de son bâtiment pour économiser l'énergie. Donc ça peut être des gestes pratiques, je disais, le chauffage du parking ou baisser le chauffage des archives. Ça peut être des gestes beaucoup plus techniques sur l'entretien des équipements, leur optimisation, quelques investissements simples. Et donc ça, c'est très efficace. Les premières interventions qu'on a faites, à chaque fois qu'on intervient, on est en moyenne à 15% d'économie d'énergie, et ça va de 5 à 30%.
Et puis le dernier volet, c'est l'investissement lui-même sur le bâti, où là, on a maintenant des crédits et surtout on travaille sur plusieurs axes. Le premier, c'est de voir comment on répartit nos investissements entre les travaux à gain rapide, des choses qui, pour 1 euro investi, maximisent le nombre de kilowattheures que vous économisez. Donc, très classiquement, ça peut être du relamping, ça c'est très efficace, ou mettre des outils de pilotage du chauffage, donc, ce genre de choses. Et puis la rénovation globale, qui, elle, va coûter beaucoup plus cher. Dans un premier cas, on peut être à moins d'1 euro investi par kilowattheure économisé, là où sur des rénovations globales, on va être plutôt au-delà de 10 euros à investir, parce que quand vous rénovez de manière globale, d'abord tous les gestes ne sont pas tous aussi efficaces, et puis vous embarquez beaucoup d'autres travaux. Vous êtes obligé de faire le désamiantage, vous faites l'accessibilité PMR à ce moment-là, vous êtes obligé de refaire la décoration quand vous avez fait des saignées pour changer le système de chauffage, etc., etc. Donc ça coûte beaucoup plus cher, c'est moins rentable, mais en même temps, c'est uniquement avec les rénovations globales qu'on peut atteindre les cibles les plus ultimes de décarbonation, les moins 80% à horizon 2050. Donc on travaille sur quel bon équilibre entre le gain rapide et la réalisation globale. Et enfin, dernier axe de notre stratégie, qui lui est un peu embryonnaire, la Cour des comptes nous l'a reproché, mais bon, on fait les choses dans l'ordre, on fait d'abord de l'atténuation du changement climatique, mais l'autre volet très fort maintenant, c'est l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire se dire, quels que soient nos efforts, on est sans doute parti sur des trajectoires, donc on est optimiste à plus 2 degrés, plus 2,5 ou autre, qui veut dire dans des territoires comme la France des conséquences majeures. Et donc il faut travailler pour les bâtiments de l'État sur le confort d'été, l'exposition au risque, le risque du trait de côte avec la remontée des eaux, le risque, les îlots de chaleur, les événements extrêmes. Et donc l'idée pour nous, ça va être de regarder bâtiment par bâtiment un peu quelle est cette exposition au risque et quels sont les bons gestes pour, dans la conception des rénovations, minimiser l'exposition au risque lié au changement climatique. Moi, je peux le dire, pour moi, il y a une convergence, en ce sens, un des éléments pour réussir la transition environnementale, ça sera de réduire la taille du parc. On ne sait pas, vu le mur d'investissement, faire la transition environnementale, avoir des bâtiments bas carbone sur 94 millions de mètres carrés. Si vous réduisez la taille du parc, c'est une sobriété, grâce à ça, vous contribuez à d'autres objectifs. Il a été parlé tout à l'heure du zéro artificialisation nette. Si l'État, comme c'était annoncé, diminue ce nombre de mètres carrés de bureaux, c'est autant de mètres carrés déjà artificialisés qui sont libérés, entre guillemets, qui ne servent plus à une mission de service public, qui peuvent servir demain à d'autres activités tertiaires, à d'autres activités économiques, de la logistique ou autre, ou être convertis en logement, sans avoir à artificialiser de nouveaux terrains. Donc ça, il y a cette convergence entre sobriété et c'est une gestion optimisée parce que moins de mètres carrés égale moins de dépenses d'entretien, donc il y a une convergence. Si vous investissez dans la transition environnementale, vous baissez votre facture énergétique. À nouveau, convergence. Mais cela dit, il y a une limite. J'ai parlé des différents conflits de politique publique. Il y a des politiques publiques qui amènent à augmenter la taille du parc. Mais même au sein de la politique environnementale, il y a une limite majeure, c'est que pour beaucoup, les travaux d'économie d'énergie ne s'autofinancent pas, pour la majeure partie. L'investissement n'est pas payé par les économies d'énergie. En tout cas, tant qu'on est dans un prix du kilowattheure raisonnable, sur moyenne période. Donc ça veut dire qu'il y aura un surcoût, si on veut vraiment décarboner les services publics, il y aura un surcoût et donc ça ne se fera pas sans des investissements et donc une dépense publique qui doit se retrouver dans d'autres gains pour la planète, mais aussi pour nos territoires. Tout d'abord, concernant l'optimisation, la littérature scientifique, notamment en sciences de gestion, montre que l'optimisation patrimoniale répond bien souvent à une austérité plutôt budgétaire et financière, mais qu'elle peut également s'inscrire dans une logique d'austérité plus organisationnelle et managériale. Donc, l'approche comptable vise à mobiliser le levier patrimonial pour restaurer un équilibre budgétaire à court terme, alors que l'approche organisationnelle s'inscrit dans une amélioration de la performance globale de l'organisation par un processus de
par une transformation des processus de la gestion du patrimoine dans une orientation plutôt de moyen-long terme. Dans le cadre de cette logique budgétaire, on peut constater des mesures qui visent à réduire les dépenses d'investissement liées au patrimoine, voire à les reporter dans le temps. On constate aussi des coupes budgétaires ciblées sur des locaux qui sont alloués par les collectivités locales, par exemple, et qui sont source de nombreux coûts de fonctionnement. Et puis le patrimoine, au-delà de ça, il peut aussi faire l'objet de mesures d'ingénierie budgétaire parce qu'il est un levier très important de recettes pour les collectivités locales, via les cessions bien évidemment, mais aussi par des actions de valorisation du patrimoine à travers la mise à disposition de locaux ou encore la refacturation des fluides aux occupants. Ça, c'était la logique budgétaire. D'autre part, dans une logique d'austérité plus organisationnelle et managériale, on peut identifier des mesures qui visent par exemple à vider les équipements publics de leurs occupants puis à les fermer. Ça peut aussi prendre la forme de mutualisation de locaux, de rationalisation de mètres carrés, d'optimisation des espaces. Et puis certaines collectivités repensent leur modèle organisationnel en cherchant une amélioration de leur fonctionnement, une optimisation de leur processus liés à cette fonction. D'autre part, la sobriété, il me semble qu'elle se présente comme un questionnement qui est beaucoup plus récent, et cette notion semble faire émerger plusieurs voies de questionnement. D'abord, elle remet en cause les représentations, les valeurs liées au patrimoine immobilier sur un plan individuel, mais aussi sur un plan collectif. Elle est liée à une remise en cause du modèle économique dominant. La sobriété induit aussi un questionnement sur la modération des besoins et des usages patrimoniaux, tout en visant à assurer le bien-être de tous dans le cadre des limites planétaires. En conséquence, la poursuite de logiques d'optimisation, d'austérité, conjointement à la sobriété patrimoniale, semble démontrer des complémentarités. Vous venez de le souligner précédemment, certaines mesures qui visent l'austérité permettent aussi de répondre à la mise en œuvre de la sobriété. C'est le cas par exemple avec la mutualisation des locaux, avec la fermeture d'équipements publics, avec la réduction de mètres carrés par exemple. En revanche, je crois que des contradictions peuvent aussi apparaître entre l'austérité et la sobriété. Si les finalités peuvent se rejoindre, leur processus de mise en œuvre peut faire émerger des tensions. Par exemple, des mesures de fermeture ou de mutualisation des locaux peuvent être menées de manière très interne, très cloisonnée, très fermée, ou bien de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus collective, de manière dialogique, en associant les usagers et les parties prenantes. Or, la sobriété semble bien devoir être déployée dans le sens de choix collectifs, dans le sens de remise en question des modèles dominants, amenant à repenser nos modes de production et nos modes de consommation. Et donc, dans le cadre de la transition écologique, la gestion du patrimoine peut faire naître un certain nombre de paradoxes organisationnels. Elle se retrouve d'une part au centre de la satisfaction de besoins, d'exigences des usagers toujours plus fortes, puisque également liée à un modèle dominant de production du service et des politiques publiques, et d'autre part, elle est concernée par des impératifs de sobriété qui remettent en question ces besoins et ces usages traditionnels du patrimoine. Et puis ces paradoxes sont d'autant plus forts dans un contexte de rationalité politique propre au secteur public, qui s'inscrit plutôt dans un temps court, alors que la gestion patrimoniale, la temporalité de la gestion patrimoniale implique simultanément des opérations de court terme, mais également des choix très importants qui engagent les acteurs publics pour plusieurs dizaines d'années. Au sein de l'État, si je fais simple, là où on a un vrai sujet de diminution de la taille du parc, c'est sur la partie bureau. Parce que sur le reste, je vous ai dit, j'ai parlé des places de prison, j'ai parlé des amphis d'université, on a des besoins croissants. Les militaires, on est vraiment, avec la guerre en Ukraine, dans un changement de paradigme, on le voit, on a eu des dizaines d'années de rétrécissement avec la fin du service militaire, avec un format d'armée beaucoup plus petit qui a amené à énormément de cessions d'empreintes militaires. Aujourd'hui, on est plutôt à la fin d'un cycle dans la matière et le ministère des Armées réfléchit plutôt à maintenir une capacité demain à avoir une armée notamment de terre, avec des emprises plus fortes. Donc, sur le bureau, là, on a la conjonction d'une autre des priorités de la politique immobilière de l'État, qui est l'adaptation aux nouvelles organisations du travail. On a pour ça le choc qu'on a eu du télétravail et de modes d'organisation managériale différents. Le télétravail, c'est un facteur d'économie d'énergie, c'est-à-dire pour une chose principale, ce n'est pas une chose bâtimentaire, on peut avoir des économies sur ça. Le télétravail, ça diminue les déplacements domicile-travail et ça a un énorme impact CO2 grâce à ça. Mais sur les bâtiments, en tant que tel, le télétravail
peut être assez neutre, sauf si vous arrivez à fermer un bâtiment un jour complet, un vendredi où personne ne vient, et si vous fermez le bâtiment, là vous économisez. En revanche, ça permet de concevoir différemment l'organisation de l'espace et à réduire la taille. Donc les ministres ont donné un objectif là, de moins 25% de surface de bureau pour l'État dans les 10 ans. Ça correspond à passer aujourd'hui d'une moyenne de 24,5 mètres carrés par agent, qui est à peu près la moyenne pour le parc de bureaux de l'État, à 18 mètres carrés en moyenne par agent. C'est le plafond de ce qui figure dans la circulaire de la Première ministre de février 2023, qui redonne un peu les normes d'occupation des bureaux et qui a fixé un objectif à 16 mètres carrés et un plafond à 18 mètres carrés. Comment ça se passe ailleurs? En fait, si on fait ça, plutôt on restera au-dessus des standards du marché et de ce qui se passe à l'étranger. Aujourd'hui, dans un bâtiment neuf, un programme privé, on va être plutôt à 10 mètres carrés de surface utile brute par agent. Comment on fait ça? On le fait en changeant complètement l'organisation de l'espace, c'est-à-dire réduire les surfaces, comme je viens de le dire, n'est pas possible si on garde notre vieille organisation, qui est d'avoir un organigramme qui, dans la sphère État, est très hiérarchique, et un immobilier qui reste à la fois hiérarchique et statutaire. C'est ce qu'on caricature chez nous en disant, voilà, le grand chef a un grand bureau, le moyen chef a un moyen bureau, et Boucle d'Or se tasse dans les tout petits bureaux d'en bas. Donc ça, au bout d'un moment, si vous dites je réduis les surfaces, ça devient inhumain. Vous mettez les conditions de travail inhumaines. Vous êtes obligé de renverser la mode d'organisation en disant je ne pars plus du statut des personnes, je ne pars plus de normes revendiquées de mètres carrés, je pars de ce que font les gens. Et où ils le font et de quels besoins d'espace ils ont. Et là, on va dire, est-ce que vous passez du temps à recevoir du public ou pas? Est-ce que vous passez du temps à collaborer et à travailler, ou est-ce que vous êtes en concentration? Et en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les gens font souvent un peu des trois, ou au moins deux. Et donc, vous créez des espaces où vous n'avez plus de bureaux attribués, ça c'est quelque chose qui commence à se développer dans la sphère publique et très massif dans la sphère privée, mais où vous avez des espaces variés pour faire ces différents métiers. Et si vous faites ça, en fait, entre ça et puis la dématérialisation de procédures, la fin d'archives de proximité, vous pouvez gagner beaucoup de mètres carrés grâce à ça. Donc, il y a vraiment un souhait de diminuer fortement l'espace de bureau, mais ça nécessite un projet managérial parce que ça nécessite de concevoir les bureaux différemment. La question des choix de renoncement, des choix de fermeture, elle est effectivement quand même majeure. Traditionnellement, les acteurs publics font des choix de fermeture d'équipements publics, plutôt dans une logique économique. Le patrimoine étant façonné par l'histoire du territoire, il est parfois considéré comme un fardeau, lourd à entretenir, lourd à faire fonctionner, et les acteurs publics prennent habituellement certaines décisions de fermeture d'équipements publics, sans pour autant s'inscrire dans une remise en cause profonde des pratiques, des usages, et voire même des stratégies de développement local. Une décision de fermeture est quand même difficile à prendre. Elle est difficile à prendre d'abord pour les décideurs politiques. Et puis, il n'est pas forcément évident que les usagers, les citoyens, paraissent prêts à accepter des fermetures d'équipements sur un fondement purement écologique. C'est pourquoi la pertinence de cette question se pose de manière importante, compte tenu des défis auxquels on a à faire face. Mais il semble que, au-delà de cette décision de fermeture, ce qui se pose véritablement, c'est la manière de concevoir la fermeture et le renoncement. C'est d'ailleurs un problème qu'on peut qualifier de pernicieux au sein de la sphère publique, parce qu'il repose sur la capacité des acteurs à envisager une nouvelle direction de manière collective, sur la base de scénarios ancrés dans les limites planétaires et en questionnant les modes de vie et les pratiques. Et puis la question de l'acceptabilité, je le soulignais en évoquant les citoyens et les usagers, elle est aussi importante dans ce cadre. Elle peut passer d'ailleurs par une articulation avec des ouvertures, de manière assez paradoxale, avec des perspectives nouvelles à mettre en évidence comme palliatif à la fermeture finalement.
Et donc, face à un héritage lourd de conséquences pour les générations futures, que peuvent représenter certains ensembles immobiliers publics, la mise en œuvre de protocoles collectifs de renoncement devrait être envisagée davantage par les acteurs publics et notamment par les collectivités locales. La vétusté, globalement, ça c'est un des problèmes, c'est qu'on n'a pas assez entretenu. Hein. Ça fait 40-50 ans qu'on sous-entretient le parc et c'est pour ça que ça coûte aussi cher de faire la transition. Mais là, quand vous parlez des bâtiments les plus anciens, les plus historiques, c'est quelque chose qu'on a souvent en tête. Mais en fait, il y a deux composantes là-dedans. Tout le monde pense à l'Élysée, à des vieux bâtiments. Ce n'est pas majoritaire dans mon parc immobilier. En revanche, j'ai quelques monuments historiques qui hébergent les services publics, qui ont une problématique propre. Vous n'allez pas faire l'isolation par l'extérieur d'une préfecture dans un hôtel particulier du 18e ou lui coller une grosse pompe à chaleur en façade. Donc, problématique spécifique. En revanche, j'ai beaucoup plus d'immobilier qui est dans les périmètres de monuments historiques, parce qu'ils sont dans des villes et il y a souvent à proximité une cathédrale, un autre monument. Et donc là, on a une vraie dynamique à créer et qui commence, mais où il y a beaucoup de choses à faire, notamment avec les architectes des bâtiments de France, les ABF, pour voir comment cette transition est possible dans un parc ancien ou inséré dans un bâti ancien. Et là, mon expérience, c'est qu'il y a une prise de conscience et une volonté du ministère de la Culture de travailler sur ces sujets de transition environnementale, mais encore une très grande hétérogénéité des ABF, sur leur ouverture à ces sujets-là. Et donc ma recommandation aux gestionnaires de parcs publics, c'est travailler en amont avec eux. C'est que si vous arrivez en disant voilà comment je vais faire sur mon bâtiment, vous allez sans doute les bloquer. Alors que si voilà mon problème de transition environnementale, comment peut-on le faire en respectant l'histoire du bâti et ses contraintes spécifiques, ça marchera mieux. Puis après, il y a des très beaux projets, je voudrais juste en donner un très rapide. Un gros défi, on a la cité administrative où il y a la préfecture de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, typique du développement des grandes villes dans les années 70. Donc c'est un bâti de 1970, aujourd'hui monument historique. Il a été construit par un associé de Le Corbusier, Woginski. C'est du béton qui a maintenant 50 ans, qui commence à montrer des signes assez forts de faiblesse. Et c'est un lieu de service public où il y a 1800 agents qui travaillent. Et donc on a un très gros agenda en jeu. Le premier, c'était de savoir si on y reste, mais là, en termes de symbolique de l'État, abandonner ce lieu symbolique des années 70 et puis de la présence de l'État dans les Hauts-de-Seine n'était pas envisageable. Et donc, on a travaillé techniquement, on a travaillé avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, à partir de relevés qu'ils ont pu faire, à partir aussi des archives photographiques de Woginski. Et on a pu à la fois vérifier que le béton structurellement pouvait supporter une rénovation du double vitrage, etc. Et puis surtout, ils ont fait, avec les outils modernes, un jumeau numérique de la cité administrative qui nous a permis, à partir de ce jumeau très technique, de travailler sur 17, on en était à 17 scénarios différents de rénovation. On joue avec cette maquette numérique, ce jumeau, pour voir quelle est la meilleure stratégie d'intervention. Et donc là, tout d'un coup, les outils les plus modernes et les travaux à la pointe que mène le CSTB viennent éclairer comment on va redonner une seconde vie à ce monument historique, c'en est un des années 70. Donc ce genre d'opération donne de l'espoir. Sur la question de la contrariété finalement des besoins des usagers, des attentes des usagers avec ces impératifs de sobriété, il me semble qu'effectivement, de manière intuitive, ça semble rentrer en conflit. C'est-à-dire que quand on parle de sobriété, il semble y avoir un petit conflit avec les attentes des usagers du service public. D'ailleurs, de nombreux auteurs s'accordent pour souligner le contexte social sous tension auquel nous sommes confrontés, qui est caractérisé par l'augmentation des besoins sociaux, qui posent de véritables enjeux pour l'action publique. Et de plus, les usagers attendent davantage de proximité, de rapidité, de facilité dans l'accès aux services publics, et donc ils sont aussi bien souvent comparés avec le secteur privé. Et donc, la réponse à des impératifs de sobriété, si cette sobriété est court-termiste et pilotée de manière quantitative, de manière aussi conjointe à la maîtrise budgétaire de l'offre de services publics, cette sobriété-là n'est pas sans effet sur l'appréhension des besoins et des usagers de l'action publique et sur l'évolution de ces besoins et de ces attentes.
Néanmoins, je l'évoquais aussi précédemment, la sobriété, le concept de sobriété repose sur la remise en cause, la mise en débat collectivement des usages pour les repenser, pour les modérer. Et donc la sobriété se pose comme un problème social et démocratique. Et donc à l'aune de cette perspective, sobriété et besoins des usagers semblent devoir être pensés de manière globale, dans leur globalité. En effet, il est nécessaire d'examiner les valeurs, les représentations collectives liées au patrimoine et aux besoins et pratiques dont il est le support. Les attachements des utilisateurs, leur dépendance vis-à-vis de ces éléments sont aussi cruciaux à appréhender. Des chercheurs qui travaillent sur le concept de ville du quart d'heure peuvent aussi apporter d'autres types de réponses à la problématique de la recherche de durabilité et de la prise en compte des besoins. Ils mettent en avant la prise en compte des besoins fondamentaux dans la planification urbaine. Et donc de ce point de vue, la gestion patrimoniale doit amener à intensifier les usages et les activités au sein d'un même bâtiment. La ville du quart d'heure s'appuie également sur la place du numérique, repensée non pas comme un doublon à des services publics traditionnels, mais plutôt comme une alternative contextualisée. Et puis ce concept de ville du quart d'heure repose aussi sur celui de chronotopie, qui se veut comme une articulation de l'espace et du temps, qui permet de repenser le système plutôt en termes de flux qu'en termes de stock, en plébiscitant l'usage et l'occupation plutôt temporaire et partielle, plutôt que l'espace définitif. Dans ce contexte, la coordination et la compatibilité, la mise en compatibilité des activités hébergées se présentent quand même comme des enjeux de taille, d'importance majeure pour les fonctions immobilières des organisations publiques. Tout ça vient en fait d'une étude qu'on a menée, qui était financée par la Commission européenne, qui a fait un benchmark de l'organisation de l'immobilier de l'État dans 20 pays européens. Extrêmement intéressant, très détaillé. Et ce qu'on voit, c'est que tous nos homologues européens convergent vers un modèle d'organisation en agence, en foncière d'État. Le mouvement peut être très ancien. Les plus anciennes, c'est les agences hollandaises qui datent des années 20, qui progressivement, et ça on le voit dans beaucoup de pays, ils avaient plusieurs agences et progressivement les ont fusionnées. Généralement, le stade ultime est de mettre dans un même groupe la foncière publique civile et la foncière militaire. C'est ce qu'ont fait les Hollandais, ce qu'ont fait les Finlandais. Le mouvement s'est accéléré dans la période récente. Les réformes en Finlande ou en Autriche ont commencé dans les années 90. Les Allemands ont créé le BIMA en 2005. Et pour les derniers, c'est la transformation de la Government Property Unit, qui était une DIE anglaise, en Government Property Agency en 2016. Donc ce modèle d'agence, c'est vraiment une convergence dans toute l'Europe. D'autres choses qui sont intéressantes dans ce benchmark, on a constaté que sur 20 pays européens, il n'y en a que 5 où, pour les administrations, il est gratuit d'occuper l'immobilier de l'État. C'est l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la France et l'Italie. Si vous voyez un peu la zone géographique en question, elle est limitée. Donc c'est un peu quelque chose qui est un peu spécifique. Et je le mets en regard d'un autre élément qu'on a trouvé dans ce benchmark, c'est on a regardé quels sont les indicateurs que suivent tous les directeurs de l'immobilier de l'État. On est des bons technocrates, on suit plein d'indicateurs. En France, on n'est pas mauvais sur l'aspect transition environnementale. Je vous ai parlé des suivis des fluides. On a beaucoup d'indicateurs financiers, d'euros par mètre carré, de mètres carrés par agent, etc. Et puis il y a un indicateur qui est le plus suivi en Europe, suivi dans 18 pays sur 20, qui n'est pas suivi en France. C'est le plus suivi ailleurs, c'est la satisfaction des usagers, des occupants. Donc en gros, si je caricature, c'est gratuit d'être dans un bâtiment de l'État, mais savoir si c'est adapté à vos missions de service, si les gens qui y travaillent y sont bien, on ne s'en préoccupe pas du tout. Le modèle de mes homologues, c'est d'avoir une entité foncière entièrement détenue par l'État, pour des raisons de puissance publique, ce n'est pas une privatisation du tout, c'est une agence où il y a des professionnels de l'immobilier qui facturent via un loyer le fait d'avoir un immobilier de qualité qui est maintenu au meilleur niveau, et dont la performance est jugée notamment par, entre autres, la satisfaction des occupants. Donc ça, c'est le modèle qui nous inspire. C'est un modèle donc, très développé en Europe ou dans d'autres zones de l'OCDE.
mais qui est aussi très développé dans le parapublic. La Poste a fait ce premier mouvement de manière massive avec Postimo, qui est un très bel exemple de transformation d'un immobilier public. Des entreprises privées aussi vont vers des modèles de foncière interne. Donc c'est un modèle qui se généralise et qui permet à la fois d'avoir un signal prix. Ça coûte d'avoir un immobilier et donc la politique publique doit prendre en compte ce coût, mais aussi une source de financement pour l'investissement à la transition environnementale. Et ça, c'est la grande différence avec ce qui a été tenté, la première initiative qui était le loyer budgétaire, qui était une manière d'essayer de donner un signal prix, mais qui était juste un jeu d'écriture comptable. Donc on passait beaucoup de temps à avoir une écriture comptable. Là, on est sur une foncière qui est propriétaire des actifs, qui doit les entretenir, mais qui a un loyer et qui est du vrai argent. Le ministère doit vraiment payer, et c'est une vraie dépense qui est obligatoire pour eux. Donc ça, c'est le modèle cible, mais on ne va pas créer une foncière d'État sur 94 millions de mètres carrés ou même sur les 3/4, même en 5 ans. Donc l'idée, c'est de se focaliser d'abord sur les bureaux, l'actif le plus, j'allais dire, standard, et de faire un pilote sur 2 régions, 2 territoires. Donc ça, ce sont les décisions qui ont été annoncées par les ministres en fin d'année 2023, de lancer ce pilote d'une foncière d'État sur le patrimoine de bureaux occupé par 2 ministères principalement, avant d'aller vers une généralisation pour au moins l'actif bureau. De nombreux rapports soulignent régulièrement l'insuffisance des outils et des indicateurs liés à la gestion patrimoniale. D'ailleurs, encore au niveau de l'État, mais peut-être encore plus au niveau des collectivités locales. D'ailleurs, la Cour des comptes le relève encore récemment au niveau de l'État, en indiquant que la politique immobilière de l'État traduit une certaine faiblesse de ce point de vue en matière d'objectifs et d'indicateurs de résultats pour chacun des grands enjeux qu'elle identifie. En ce qui concerne les collectivités locales, on a exactement les mêmes écueils. Très peu de collectivités sont en mesure de présenter une stratégie immobilière reliée à leur projet de territoire. Lorsqu'ils existent, ces indicateurs et ces stratégies se cantonnent à des dimensions très réglementaires, normatives, dans le cadre d'ailleurs d'une performance plutôt économico-légale, ça vient d'être dit, des indicateurs financiers, comptables, etc., une performance centrée sur les moyens. Certaines organisations commencent tout de même à appréhender leurs objectifs et leurs réalisations en restant centrées sur les missions support de la gestion patrimoniale dans le cadre d'orientations très techniques. Et donc, globalement, cela traduit des actions en matière de transition écologique liées au patrimoine immobilier qui restent très lacunaires et très hétérogènes. Les initiatives existent mais sont éparpillées. Par ailleurs, la littérature en management public a mis en avant les limites d'un pilotage par indicateur, tout comme celles liées au New Public Management, qui ont conduit à une forme de bureaucratisation néolibérale. Au contraire, les organisations publiques doivent aujourd'hui se saisir, mobiliser des outils à des fins d'échange, d'apprentissage collectif, à des fins d'expérimentation, en vue d'améliorer leur processus. Après ça, moi, quelque chose de très pragmatique, pour rebondir sur la critique de la Cour des comptes sur les progrès qui deviennent, qui ne sont pas suffisants sur les outils de connaissance et sur ces indicateurs, c'est qu'on n'y arrivera pas à progresser sur ce champ-là tant qu'on n'a pas une unification de la gestion. Et il y a un élément essentiel, c'est qu'il faut que le gestionnaire immobilier, qui est une matière très pratique, ait un intérêt à remplir les outils de gestion qui produisent les indicateurs. Si vous le faites de manière un peu obligatoire, il doit être rempli par un gestionnaire pour les besoins du stratège, de celui qui fait la stratégie immobilière, qui fait la grande gestion d'actifs, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Les gens ne le font pas. C'est du tableur Excel, c'est de la bureaucratie, comme ça a été dit. Et il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour le gestionnaire de terrain. Je prends un exemple très pragmatique. On me demande très fréquemment combien vous avez de chaudières au fioul dans le parc immobilier de l'État, parce que c'est dans la stratégie de transition environnementale, de les supprimer. Je peux interroger tous les gestionnaires, leur demander de me remplir des tableaux, et ça donnera une donnée peu fiable et très incomplète. En revanche, si vous avez un outil de gestion unifié, le gestionnaire de site qui a une chaudière au fioul, il a besoin de savoir où est le robinet de recharge et si sa cuve est en train d'être vide ou pas pour aller le recharger. Donc il aura un système de gestion qui lui dira ce genre d'informations. Il suffit que le gestionnaire d'actifs
en tire la conclusion assez nette que s'il y a une cuve à fuel et s'il y a la consommation de fuel, il y a sans doute un chauffage au fuel et je peux répondre à ce point-là. Et donc là, tout d'un coup, l'intérêt pratique du quotidien vient nourrir l'intérêt du stratège. Donc il y a besoin d'être assez pragmatique. Et à chaque fois qu'on me demande un grand tableau de bord très théorique, je dis attention, vous allez juste créer de la frustration pour les gestionnaires qui en ont marre qu'on leur fasse du management par le tableur Excel.